Je vais vous présenter un livre qui s'appelle Le Grizzly. Alors, à l'origine, ce livre a été écrit par un auteur américain qui s'appelle James Oliver Curwood. Et en fait, ce livre a une histoire assez curieuse, car James Oliver Curwood, au départ, n'était pas écrivain. C'était un chasseur qui poursuivait les ours dans les montagnes rocheuses en Amérique. Et un jour, alors qu'il poursuivait un ours pour le tuer, il est tombé, il a perdu son fusil, et il s'est donc retrouvé au sol, à la merci de cet ours qui pouvait le déchirer d'un coup de patte. Mais l'ours, au lieu de l'attaquer, l'a regardé, puis a fait demi-tour et est parti sans lui faire le moindre mal. Et à partir de ce jour, James Oliver Curwood a décidé de ne plus chasser les ours, mais d'écrire sur les ours et d'écrire sur la nature. Et c'est donc ce livre que j'ai adapté et que je vais vous lire, ou du moins je vais vous lire le début. Donc, Le Grizzly, d'après le roman de James Oliver Curwood. Immobile, silencieux, semblable à un grand rocher brun-roux, l'ours regarde vers la vallée. Les ours n'ont pas très bonne vue. Au-delà d'1 kilomètre, le paysage se fond pour eux en une masse indistincte. Mais grâce à ses oreilles très sensibles et à son odorat particulièrement développé, l'ours perçoit tout ce qui se passe dans son domaine des montagnes rocheuses, même à une grande distance. Et à ce moment précis, une odeur inconnue vient à ses narines depuis la vallée. Une odeur à peine perceptible, qui trouble son instinct de bête sauvage. Voilà pourquoi il se tient là, immobile, cherchant dans ses souvenirs, essayant de comprendre. Non, ce n'est pas l'odeur d'un caribou, ni celle d'une chèvre sauvage, ni d'un mouflon. Ce n'est pas non plus le fumet appétissant d'une de ces grasses marmottes dont il apprécie tant la viande savoureuse. Et cette odeur nouvelle ne provoque pas en lui un sentiment de danger, tout juste de la curiosité. L'odeur se mêle aux 1000 parfums qui montent de la terre en ce début d'été, senteurs d'herbes tendres et de fleurs nouvelles. Il s'est arrêté au sommet d'un coteau que les fleurs parent de couleurs violettes, roses ou jaunes. Au-dessus de lui, des éperviers fendent l'air. En contrebas du coteau, il retrouve une petite mare dans laquelle il aime tremper ses pattes lorsqu'il a longtemps marché. L'ours, à cet instant, aurait pu être pleinement heureux. Tout autour de lui, la nature chante. Souffle du vent léger dans les branches d'arbustes, murmure musical des ruisseaux cascadant vers la vallée, bruissement d'insectes. Mais de la vallée, justement, vient cette odeur qui le trouble. Et le ronronnement de plaisir qui monte de sa poitrine, alors qu'il patauge dans sa mare favorite, se mue en un grognement de mécontentement. Lui, qui est le maître incontesté de son territoire, qui ne craint rien ni personne dans son domaine, perçoit instinctivement, pour la première fois, une menace. L'odeur provient d'un être vivant, il en est sûr maintenant, et cet être peut lui faire du mal. Il le ressent confusément dans sa conscience d'ours. Il a quelquefois lutté contre d'autres ours, parfois très durement. Au bout de ses pattes aussi grosses que des troncs d'arbres, ses griffes sont des poignards redoutables, comme ses canines dans sa puissante mâchoire. Face aux autres ours, il a toujours été vainqueur, de même qu'il tient à sa merci tous les autres animaux de la montagne. Mais l'odeur étrange qui flotte vers lui n'est pas celle d'un ours, bien qu'elle porte en elle quelque chose d'agressif, comme un appel à la bagarre. Il sort de la mare, secoue l'eau boueuse qui coule de son poil épais, s'assied et presse ses fortes pattes de devant sur sa large poitrine. Tournant son énorme tête à droite puis à gauche, il hume l'air. L'odeur semble s'atténuer. Il se dresse de toute sa hauteur pour mieux sentir et essayer de voir d'où elle provient. Mais le vent a tourné, l'odeur s'atténue, puis se dissipe complètement. Retombant sur ses 4 pattes, il dévale la pente de coteau vers une prairie où il est sûr de dénicher quelque marmotte imprudente. Tout en courant, il lève la tête une fois ou deux,
brumait encore l'air, mais l'idée d'un bon repas lui fait bientôt oublier cette odeur inquiétante, à présent disparue. Si l'ours avait pu voir à travers les arbres, dans la vallée, il aurait connu la provenance de l'odeur. Deux hommes montés sur des chevaux qui progressent difficilement dans la forêt touffue. Le premier cavalier, un homme au visage bruni et tanné par plusieurs semaines d'exposition au soleil et au vent, chevauche en silence. À quelques mètres derrière lui, son compagnon vocifère contre les deux chevaux de bas chargés du matériel de chasse des deux hommes. « Allez, mais avancez donc, tas de feignants! Bon sang, mais sortirons-nous jamais de ces fichus taillis pour y voir un peu plus clair ?» « Du calme, Bruce, répond son compagnon. On dirait que ça se dégage. Dès qu'on pourra, on s'arrêtera pour laisser souffler les chevaux et on se fera un bon café. » « Ouais, grommelle Bruce, à condition qu'on trouve de l'eau, mon vieux Jim. Nos gourdes sont vides depuis déjà un bon moment. » Jim ne répond pas. Il se contente de désigner la lisière des sapins devant lui d'un grand geste théâtral, car, ainsi qu'il l'avait annoncé, la forêt se dégage pour faire place à un espace herbeux. Et comme pour répondre aux vœux de Bruce, non loin de là, se fait entendre le ruissellement joyeux d'un torrent de montagne. « Hé, regarde, il y a même ici un petit tas de bois, sec, qui nous attend pour allumer le feu !» s'exclame gaiement Jim en sautant de sa monture. « Et de la bonne herbe pour les chevaux. Va donc chercher de l'eau pendant que j'installe le campement. Je me propose une pause d'1 ou 2 jours, si tu es d'accord. »« Et comment que je suis d'accord ?» répond Bruce en attachant son cheval à un sapin. « Ça nous permettra d'étudier la contrée. Mon instinct de chasseur me dit qu'il y a là du caribou. Et de l'ours aussi dans le coin. » Lorsque Bruce revient du ruisseau, il trouve Jim en train de déplier la tente. Les premières flamèches du feu font déjà crépiter les brindilles. Bientôt, allongés dans l'herbe, le dos calé contre un talus et un quart de café fumé à la main, les deux hommes savourent cette halte. « Ah, quel chouette endroit! Et quel poste d'observation! Tiens, attrape donc la longue-vue dans ma sacoche. Il me tarde d'observer le terrain de plus près. » Se passant tour à tour la longue-vue, les deux hommes scrutent les flancs de la montagne. Soudain, Bruce pousse un cri. « Hé, un caribou! Et un beau! Regarde là-bas, entre les deux rochers, tu le vois? Tu vois ces bois dressés sur sa belle tête? Ah ouais, je le vois. Et toi, tu vois cette chèvre sauvage avec ses chevreaux au sommet de l'éboulis, là, à droite? Mais ma parole, il y a un splendide bouquetin qui surveille sa petite famille depuis le piton juste au-dessus. Eh, mon vieux, c'est le paradis terrestre qu'on a trouvé là. » Les deux hommes se laissent aller à la contemplation. Tout est calme. Bercé par le bruit de l'eau, le broutage paisible des chevaux, Jim commence à s'assoupir, lorsque Bruce lui saisit vivement le bras. « Hé, un ours! Quoi? Un ours! Un grizzly! Mais où ça? Là-bas dans la prairie, juste en face de l'autre côté du ravin. Il est trop occupé à chasser la marmotte pour nous voir, et comme le vent a tourné, il ne peut pas non plus nous sentir. La chance est avec nous, mon vieux Jim. » Jim arrache la lunette des mains de Bruce, la porte à son œil et pousse un juron. « Oh, sacre Dieu! Quel monstre! Jamais vu d'un ours aussi gros! C'est le roi des montagnes rocheuses, mon vieux. » La suite, dans le livre L'ours, le grizzly. À bientôt.